Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Et notre grand entretien ce midi va s'intéresser à une décision judiciaire assez inédite. C'est le revirement de dernière minute de l'instruction dans l'affaire de Crépol. Rappelez-vous ce qui s'était passé en 2023. Une rixe mortelle avait éclaté à la fin d'un bal d'hiver avec cette conséquence tragique, la mort d'un jeune, ce jeune Thomas. Et dès le début quand même de l'enquête, on avait beaucoup entendu que parmi ceux qui étaient venus de la cité jusqu'à ce lieu où il y avait un bal, il y avait eu des agressions, des propos racistes. Certains avaient même dit qu'ils avaient entendu l'expression « on est là pour planter du blanc ». Il y avait eu aussi toute une campagne juridique, médiatique, journalistique contre le fait que tout cela ne devait pas exister. Et on va en parler avec vous, Erwan Seznec. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Vous travaillez au service Société du Point et vous êtes à l'origine de ce papier Mort de Thomas à Crépol vers un premier grand procès du racisme anti-blanc. D'abord, pour vous, en tant que journaliste, vous avez toujours suivi quand même les affaires judiciaires où il y avait deux, trois trucs à déblayer. Je me souviens notamment au moment déjà de l'affaire Traoré, vous teniez à remettre quelques églises au milieu du village. Là, ça concerne la mort de Thomas. D'abord, comment vous avez appris cette nouvelle, la circonstance aggravante pour racisme anti-blanc, parce que ça concerne ce jeune Thomas? Quelles a été, vos premières pensées, vos premières réactions quand vous avez appris cela? La surprise, je pensais vraiment que la justice n'allait même pas retenir la dimension de bande organisée. Et j'étais vraiment stupéfait de voir que finalement cette qualification de racisme anti-blanc et de racisme envers la nation française est retenue, parce que c'est une qualification très très rare. Pour faire notre papier, on a regardé dans la jurisprudence. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais c'est extrêmement anecdotique. On a un cas en 2014 d'une personne condamnée pour racisme anti-blanc, mais elle était blanche elle-même. C'est dire où on en est. Et c'est-à-dire que là, ça pourrait être donc la première fois, comme vous le soulignez dans votre papier, ça pourrait être l'occasion de faire un grand procès du racisme anti-blanc. Est-ce que la France est prête à aller jusque-là, c'est-à-dire à vraiment intégrer que potentiellement on reconnaîtrait de manière publique, de manière juridique, le racisme anti-blanc? Je pense que la France est prête. Je suis certain que les habitants de la Drôme, et en particulier les proches des victimes, sont prêts, l'attendent et l'espéraient. Parce que c'était un vrai problème. Il ne s'agit pas de dire maintenant à l'antenne de Sud Radio, oui, il y a eu du racisme anti-blanc ou pas. La question qui était terriblement douloureuse pour eux, c'est de voir que cette notion même était évacuée. C'est-à-dire que non, on n'en discutera pas aux assises. C'est même pas une option, c'est même pas envisageable. Donc, vous avez des témoins qui, comme vous le rappeliez en introduction, ont entendu des agresseurs proférer des insultes anti-blancs, et c'était réduit à une espèce d'effet collatéral d'une rixe, des choses qu'on dit tous dans la colère et qui n'ont pas de sens. Peut-être pas, peut-être pas. Mais comment expliquer justement qu'il y a eu une telle gêne? Je me souviens, quelques heures après la décision, on était avec Marie-Hélène Toraval, qui est justement la maire de la commune, exactement, la maire de Crépol. On lui avait posé la question, mais comment se fait-il que même le parquet, quelques semaines encore avant, décidait de ne pas retenir ce caractère aggravant de l'injure raciste? Comment se fait-il que la justice ait pris autant de temps? Comment se fait-il alors que plusieurs témoins, c'est plusieurs dizaines de témoins qui avaient relaté quand même plusieurs dizaines de témoins, on se dit que c'est suffisant pour ajouter une circonstance dans un dossier quand il y a autant de témoins. Pourquoi ça a provoqué une telle gêne, cette circonstance aggravante pour racisme, Erwan Seznec? On est tous priés de croire à la fiction que la justice est imperméable au courant de société. Bon, moi je veux bien, mais c'est vraiment une fiction qui, sur ce point précis, ne tient absolument plus. Il est évident, à mes yeux, que les magistrats avaient peur de mettre le doigt dans l'engrenage. Ils redoutaient... Mais les doigts dans quel engrenage? L'engrenage qui consisterait à poser que oui, peut-être, il faut débattre du racisme anti-blanc. Encore une fois, je suis prudent, je dis pas il y en a eu. Je dis, mais on est en face de magistrats qui se disaient, mon Dieu, on va perdre le contrôle de l'audience aux assises, si jamais les avocats des parties civiles s'engagent sur ce terrain-là. Parce que derrière, mais d'une certaine manière, cette crainte accrédite l'idée qu'il y a un vrai problème de racisme anti-blanc. Si on n'ose même pas en parler, c'est bien qu'il y a quelque chose. Et pour avoir fait quelques enquêtes sur le terrain, oui, il y a quelque chose de très préoccupant. Notre ancien ministre de l'Intérieur en avait parlé au moment où il quittait la place Beauvau, Gérard Collomb. Les deux France qui se font face à face. Et c'est peut-être ça qu'on risque de voir aux assises quand la mort de Thomas Perotto sera examinée. C'est-à-dire vraiment le risque d'une France face à face. Pour vous, c'est comme ça qu'on peut le qualifier?
Je viens de vérifier, on vous appelait il y a 18 minutes exactement, entre 20 minutes on va dire, entre Crépol, là où a eu lieu le drame, et Romans-sur-Isère et la Cité de la Monnaie. Et là, vous êtes sur deux mondes qui se touchent, c'est-à-dire que Thomas Perrotto et certains de ses copains étaient en classe avec des enfants de la Monnaie. Mais ils se touchent, mais ils se mélangent pas, et ils ne s'aiment pas. Ça, c'est quand même une réalité qu'il va falloir regarder aussi en face à un moment. Ça ne veut pas dire qu'à l'échelle individuelle, vous ne pouvez pas avoir des amitiés qui transcendent ce clivage. La cité avec les descendants d'immigrés contre les villages avec les Gaulois, mais on en est là quand même, il faut le regarder en face. Ce qui est aussi justement dans le fait de le réalité en face, on a quand même vu depuis ce qui s'est passé en 2023, je ne sais pas si on peut le qualifier comme ça, je vous laisserai répondre Erwan Seznec, mais presque une offensive politique et médiatique pour peut-être sous-estimer l'affaire. On se souvient d'un livre, sans le citer, d'un journaliste du Parisien qui nous expliquait que c'était presque les policiers, je cite, qui avaient fait du zèle au moment d'étudier les PV et qui avaient voulu presque le rajouter parce que ça allait dans leur sens. On se souvient d'éditos de certains journalistes, de certains éditorialistes nous expliquant que tout cela relevait du fantasme. On se souvient, il y a encore quelques heures, enfin on n'a pas à s'en souvenir, il y a encore quelques heures, le site Mediapart nous explique que tout cela, tout ce qui a été retenu, notamment ce motif de la race blanche et la nation française, c'est ce qui a été retenu par les juges d'instruction. Tout ça relève du caractère de l'extrême droite. Comment on essaye de sortir de ça et d'extraire un peu de réalité au milieu de toutes ces confrontations politiques et idéologiques? Je vais enlever un peu ma casquette d'enquêteur et donner mon avis. Ce que vous décrivez là m'agace prodigieusement. C'est-à-dire que il n'y a pas de complot. Ils ne se sont pas réunis dans une cave pour dire on va nier le racisme anti-blanc. Mais effectivement, chez un certain nombre de hauts fonctionnaires, d'hommes politiques, pas tous, loin de là, et ceux qui défendent l'existence du racisme anti-blanc ne sont pas tous au RN. Édouard Philippe en avait parlé très très bien. Mais bref, vous avez des gens qui considèrent que non, c'est pas possible. Et ça, le racisme anti-blanc n'existe pas parce qu'il n'y a pas de discrimination dans l'accès au logement ou dans l'accès au travail. Et ça se présente comme une posture généreuse, mais en fait, elle est terriblement condescendante. Ils sont en train de dire, nous, on est au-dessus de ça. Enfin, qui pourrait être raciste réellement ? Mais allez vous promener un peu sur le terrain. Et ce qui est terrible, c'est de voir des journalistes qui le font aussi bien que moi, et peut-être même mieux souvent, qui vont sur le terrain, et qui reviennent, ils savent très bien qu'il y a du racisme anti-blanc, mais ils l'écrivent pas pour pas faire le jeu de machin bidule, quoi, pour pas faire le jeu de l'extrême droite. C'est une position qui ne tient plus. Et je pense que la requalification in extremis de l'affaire de Crépol qui nous occupe aujourd'hui est le signe que cette position ne tient plus du tout. Le problème est désagréable, mais il va vraiment falloir le regarder en face. Et est-ce que vous pensez que ce qui se passe, une fois plus on est avec vous Erwan Seznec, parce que vous publiez dans Le Point ce papier très intéressant sur l'affaire Crépol, il est très intéressant parce que vous posez cette question, est-ce que la mort de Thomas après Crépol va nous diriger, nous la France, vers un premier grand procès du racisme anti-blanc? Est-ce que vous pensez que cet élément, alors la population française c'est une chose, mais journalistiquement, politiquement, va suffire à ouvrir les yeux à tous ceux qui étaient jusqu'à présent réticents, et c'est un euphémisme vis-à-vis de cette question, parce que on peut évoquer plein d'autres sujets où il y a toujours eu quand même un front journalistique sur énormément de questions. Est-ce que cette fois-ci, le fait que la justice aille à l'encontre, on va dire, de cette doxa, est-ce que vous pensez que cette fois-ci ce sera suffisant pour les prochains mois, pour les prochaines affaires, même peut-être dans les prochaines années? Je le pense. Je pense qu'on est sur une comédie. La thèse dominante du « il n'y a pas de racisme anti-blanc » est un paravent, et il suffit de faire j'ai fait un geste, c'est pas très radiophonique, il suffit de donner une petite pitchonnette et le paravent va tomber. Je prends un exemple qui en apparence n'a rien à voir, où on avait des articles à charge massivement contre le nucléaire, et puis il a suffi d'une envolée des prix pour que finalement non. Et je pense qu'on en est à ce niveau-là, plus personne n'y croit réellement à l'absence de racisme anti-blanc. Tout le monde sait qu'il existe. Mais vous entendez aussi, Erwan Seznec, la théorie, et nous, je vous dis, c'était, j'allais dire amusant, c'est pas le mot, mais c'était, disons, cynique de regarder ça. Le vendredi, on a organisé un débat sur cette antenne avec différents éditorialistes sur ce sujet, en disant quoi, ça y est, est-ce qu'on doit maintenant dire que le racisme anti-blanc n'a jamais été une légende? Et on a eu forcément des intervenants qui ont dit non, le racisme anti-blanc n'existe pas parce que le racisme, il est systémique. C'est-à-dire que le racisme, ça voudrait dire que tout d'un coup, on a des blancs qui sont refusés pour certains emplois, on a des blancs qui n'ont pas accès à certaines choses parce qu'ils sont blancs, et ça, on peut pas l'accepter, ça ne rentre pas dans le cadre, on va dire, typique du racisme. Ça, comment vous le regardez, vous? Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, le racisme est un délit.
les Blancs sont une ethnie et il peut y avoir du racisme anti-blanc en droit. Ça y est, c'est posé, c'est écrit, c'est acté. Je dis pas que ce sera la conclusion des assises, mais après, les postures et les raisonnements alambiqués sur le côté systémique ou non du racisme, très sincèrement, ça me passe complètement au-dessus. Il y a le terrain, il y a le droit, et non, sur la base du terrain et sur la base du droit, le racisme anti-blanc, on le voit maintenant, on peut pas le nier, est une hypothèse qu'il faut envisager. Fin de l'histoire. Sachant que si cette circonstance, on le rappelle dans cette affaire Thomas, la circonstance aggravante du racisme a été retenue, c'est en grande partie grâce à une association qui s'appelle l'Alliance Générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. Cette association d'ailleurs ne fait pas du tout mystère de ses sympathies politiques, vous l'expliquez dans votre papier, ça a été créé par un ancien eurodéputé du Front National, mais est-ce que typiquement c'est un peu comme des débats qu'on a pu avoir pendant des années sur l'islamisme ou l'insécurité ou d'autres, est-ce que le fait que ce soit porté par des têtes d'affiche comme cet ancien eurodéputé du Rassemblement National, est-ce que politiquement ça n'encourage pas toute une partie du spectre politique à dire mais vous voyez, ça n'est pas crédible parce que ce sont des idées d'un autre temps portées, je vous fais la caricature que vous connaissez, c'est été par un ancien du Rassemblement National, du Front National, donc de toute façon ce n'est pas neutre politiquement, on voit d'où viennent les coups. On en est arrivé à un stade où si le RN dit qu'il pleut, certains sortent la crème solaire, par principe. Non, c'est pas parce que le RN dit quelque chose que c'est faux. Et encore une fois, là, Édouard Philippe, qui n'est pas RN, je crois, avait dit, oui, le racisme anti-blanc, ça doit exister. La porte-parole du gouvernement, au moment de l'affaire de Crépol, porte-parole d'un gouvernement qui n'était pas RN non plus, il me semble, avait dit, oui, j'ai pas de pudeur à en parler, bien entendu qu'il faut l'envisager. Et tous ces gens n'ont pas dit, c'est la clé de l'explication de Crépol. Les assises sont toujours un moment bouleversant qui réserve de grandes surprises, il faut attendre. Mais ces gens-là disaient, comme le RN, c'est une hypothèse qu'on peut pas évacuer. Et la Griffe a, par son insistance, réussi à faire exister cette thématique dans le dossier de Crépol. Et les habitants lui en sont reconnaissants. C'est ça aussi. À un moment, les gens disent « Oui, le RN monte. » Mais si on laisse au RN le monopole de certaines évidences, il va monter. Et est-ce que vous pensez que cela peut presque encourager à la réouverture de certaines enquêtes ou de certains éléments qui se sont passés dans les mois, dans les années à venir? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que le racisme anti-blanc pourrait devenir une circonstance qui pourrait venir requalifier des faits qui n'étaient jusqu'à présent que des rumeurs, et tout d'un coup, avec cette affaire, à la lumière de cette affaire, certaines personnes pourraient dire « Attendez, moi, racisme anti-blanc, oui, dans telle affaire, est-ce que vous pensez que ça pourrait déclencher un tel mouvement ?» Ça pourrait. C'est toujours délicat rétrospectivement de réexaminer les affaires closes, surtout si elles ont été jugées. En revanche, pour la suite, ou pour des faits qui se produisent maintenant, l'affaire de Crépol risque d'avoir du retentissement, oui. Et pour terminer, Erwan Seznec, il y a aussi toutes ces nombreuses questions, parce que ça va revenir sur le terrain politique. On approche de la campagne présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'un thème comme ça peut réussir, si vous voulez, à un moment ou à un autre, à scinder ou à provoquer véritablement une tension? Oui, ça j'en suis convaincu, en particulier dans les zones rurales. C'est-à-dire que l'immigration n'est plus un sujet en Seine-Saint-Denis, parce qu'elle est ancienne. Mais ce que beaucoup d'observateurs, à mon sens, ne mesurent pas, c'est à quel point dans les zones comme les alentours de Romans-sur-Isère, cette question de l'éruption d'une nouvelle population bouleverse les équilibres et préoccupe les gens, et ils sont en attente de réponses des pouvoirs publics qui puissent leur dire ça va bien se passer, ou même qui leur disent ça va peut-être mal se passer, il y aura peut-être des frictions, faut s'y attendre. Mais ne rien dire et faire croire que c'est normal, c'est un grand mouvement, plus personne n'y croit. Et même l'Union européenne n'y croit plus. Elle est en train de prendre à revers la classe politique française, qui s'appuyait beaucoup sur l'Europe en disant « Ah, l'immigration, c'est l'Europe, on peut pas refuser. » Maintenant, l'Europe est en train de dire « Non, ça peut poser des problèmes. » On vient de le voir à Berlin. Et avec cette agression d'une personne d'origine libanaise contre la Gay Pride, nous n'avons pas tous les mêmes mœurs sur cette planète. C'est une évidence. Et d'ailleurs, le procès aura lieu, je crois, le premier semestre 2027, c'est-à-dire vraiment au cœur de la campagne présidentielle. Ça pourrait être un élément déterminant, je veux dire, tout d'un coup, venir faire en sorte que ce soit l'actualité qui fasse que tous les politiques se positionnent à ce point. Je dirais qu'il n'y aura pas besoin de ça pour que l'immigration et les conséquences de l'immigration, parce que je pense que tous les assaillants c'est lié,
voilà, je pense que il n'y a pas besoin de ce procès pour que l'immigration soit au cœur de la campagne présidentielle. Merci beaucoup Erwan Seznec d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio pour s'interroger en effet sur les suites, les conséquences de la mort de ce jeune Thomas. C'était à Crépol en 2023 avec un revirement de dernière minute dans ce dossier puisque l'instruction a décidé de retenir ce qu'on appelle la circonstance aggravante et pas pour n'importe quel motif, pour le motif de racisme. Et quand on s'intéresse aux mots qui ont été employés, il y a eu le racisme envers la race blanche et la nation française. Est-ce qu'on assistera donc au premier semestre 2027 au premier grand procès en France en lien avec le racisme anti-blanc? C'est la question que vous vous posez dans un papier en libre accès, en tout cas sur le site du Point. Et je vous remercie Erwan Seznec d'avoir été avec nous ce midi. Je vous souhaite une belle après-midi et je recommande à tous ceux qui s'intéressent à toutes ces questions avec des papiers un peu approfondis la plupart du temps, que ce soit vous ou votre collègue Géraldine Wössner, vos papiers sont toujours d'une grande qualité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes au service Société du Point. Il est 12h57 sur Sud Radio et dans un instant, vous retrouvez Jacques Pessis. Très belle après-midi sur Sud Radio et moi j'ai le plaisir de vous retrouver demain à 10h.